Un pilote est le roi incontesté de son domaine. Un conducteur de char des temps modernes dans les cieux. Pour le commandant de Borno à Dubois, le cockpit de son Airbus A350 n'était pas seulement un poste de pilotage. C'était sa salle du trône, à 12 000 mètres au-dessus du jugement des hommes ordinaires. Il était un maître de son art, un pilote au dossier irréprochable et une réputation de Golden Boy. À la hauteur. Mais lors d'un vol de routine entre Paris et Londres, une simple demande de 4 mots d'une passagère allait déclencher une tempête qui consumerait sa carrière. Il a refusé de saluer une femme noire se tenant à la porte de son cockpit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette passagère n'était pas simplement un visage dans la foule. Elle était la tempête elle-même, envoyée par le conseil d'administration pour découvrir la seule chose que l'enregistreur de vol ne pourrait jamais capturer, le caractère de l'homme au siège du commandant. Le commandant de Borno à Dubois croyait en la stérilité. Pas celle du domaine médical, mais celle de l'opérationnel. Son rituel pré-vol était une cérémonie sacrée menée avec la précision d'un chirurgien. Chaque interrupteur, chaque jauge, chaque ligne de la checklist était un verset dans sa litanie. Il traversait le terminal de l'aéroport Charles de Gaulle avec une aura d'autorité intouchable, ses galons argentés de commandant brillant sous les lumières fluorescentes. Son officier pilote de ligne, David Moreau, un pilote vif et ambitieux de 10 ans son cadet, marchait à un demi-pas respectueux derrière lui. « Bonjour, commandant ». Le salut à l'agent d'embarquement, une femme enjouée nommée Sophie. Noah lui adressa un hochement de tête brusque, ses yeux déjà rivés sur le plan de vol sur sa tablette. La météo au-dessus de la Manche semble un peu agitée. La feuille de centrage et de masse définitive est-elle arrivée? Il n'établit pas de contact visuel. Il n'en avait pas besoin. Il était le commandant du vol Air France 7401, une route phare sur un appareil phare. Il était la destination. À l'intérieur du cockpit, le monde extérieur s'effaçait. C'était son sanctuaire, une symphonie d'écrans lumineux et de sonneries étouffées que lui seul pouvait vraiment diriger. David, toujours professionnel, commença ses propres vérifications méthodiques. Il respectait les compétences de Noah. Elles étaient légendaires au sein de la compagnie. Mais il ressentait souvent le froid émanant du siège du commandant. Ce n'était pas seulement du professionnalisme. C'était un mur froid et impénétrable. L'embarquement commença. Depuis son perchoir, Noah pouvait entendre le murmure étouffé des passagers, les bips des billets scannés, les salutations amicales de l'équipage de cabine. La chef de cabine principale, Sarah Dubois, aucun lien de parenté. Une vétéran au sourire chaleureux et aux yeux qui ne manquaient rien. Dirigeait son équipe avec une efficacité discrète. Alors que la cabine classe affaires se remplissait, une femme s'arrêta à la porte ouverte du cockpit. Elle avait la fin de la cinquantaine, élégamment vêtue d'un blazer bleu marine simple mais impeccablement taillé et d'un pantalon gris. Ses cheveux étaient coiffés en courte mèche élégante, et son visage, encadré par des lunettes sophistiquées, affichait une expression d'intelligence calme. C'était le docteur Evelyne Rousseau. Elle sourit chaleureusement à David, visible sur le siège du copilote. « Bonjour, messieurs. On dirait une belle journée pour voler. » David, toujours poli, se tourna et lui rendit son sourire. « Bonjour, madame. Bienvenue à bord. Ce devrait être un vol tranquille pour nous aujourd'hui. » Noah ne se retourna pas. Il ne la reconnut pas. Il continua à taper méthodiquement sur le système de gestion de vol, sa concentration absolue. Le sourire d'Evelyne ne faiblit pas, mais un éclair de quelque chose d'indéchiffrable passa dans ses yeux. Elle parla à nouveau, sa voix claire et polie, dirigée vers le commandant immobile. « Commandant, je voulais simplement vous souhaiter un vol en toute sécurité. » Le silence qui suivit était lourd. David jeta un coup d'œil nerveux à Noah, dont la mâchoire était serrée. Après un moment, sans tourner la tête, Noah parla, sa voix sèche et dénuée de toute chaleur. « Officier pilote Moreau, la porte. » C'était un renvoi aussi tranchant qu'une gifle. Ce n'était pas seulement une demande. C'était un ordre chargé de mépris. Le message était clair. Une passagère avait franchi la barrière stérile de son domaine, et il ne daignerait pas y répondre. Le visage de David rougit légèrement. « Oui, commandant. » Il adressa un regard d'excuse à Evelyne alors qu'il tendait la main vers la poignée. Sarah Dubois, qui se tenait à proximité, avait assisté à tout l'échange. Son sourire professionnel se crispa au coin. Elle s'avança avec aisance. « Par ici, madame. Puis-je vous offrir une boisson avant le décollage? Du champagne, peut-être ?» Evelyne tourna son attention vers Sarah, son attitude chaleureuse revenant instantanément. « Ce serait merveilleux. Merci, Sarah. » Alors qu'on l'escortait à son siège, 3-1, elle sortit un petit carnet de notre lit, en cuir de son sac à main. Elle n'y écrivit pas immédiatement. Elle le posa simplement sur ses genoux, ses doigts reposant sur la couverture. Son regard pensif alors qu'elle observait l'équipe au sol effectuer ses derniers préparatifs à travers le hublot. Le premier test avait été administré. Le sujet avait échoué.
Développement Airbus A350, indicatif d'appel Air France 7401, monta gracieusement hors de l'espace aérien parisien. Une flèche argentée perçant le bleu infini. En dessous d'eux, la ville rétrécie en une carte scintillante, et bientôt ils survolaient l'étendue grise et froide de la Manche. Pour Noah, c'était là que la vie avait un sens. Les complexités de l'interaction humaine s'estompaient, remplacées par la logique pure et nette de l'aérodynamique, de la météorologie et de la machine. Air France 7401. Contactez le contrôle de Londres sur 13 245. Bonne journée. Crépita la voix du contrôle aérien de Paris. 13 245 pour Air France 7401. Bonne journée. Répondit David, sa voix modèle de compétence radio. Noah grogna en signe d'approbation. Moreau était un bon pilote, techniquement solide, un peu mou peut-être, un peu trop désireux de plaire, mais il était compétent. C'était tout ce qui comptait dans cette boîte. En classe affaires, le docteur Evelyne Rousseau savourait son champagne. Elle n'était pas en colère. La colère était une émotion inutile, un brouillard qui troublait le jugement. Au lieu de cela, elle était une observatrice, une scientifique recueillant des données. Le refus du commandant de la saluer était un point de données significatif, mais ce n'était qu'un seul. L'initiative Phoenix, comme l'avait nommé le président Alain Lefebvre, était conçue pour être holistique. Le conseil d'administration s'inquiétait d'une déconnexion croissante entre les équipages de conduite et les valeurs déclarées de la compagnie en matière d'inclusion et de service client. Les plaintes concernant l'arrogance des équipages, en particulier sur les routes premium, augmentaient. Ils devaient savoir si le problème était systémique ou isolé. Alors ils avaient envoyé l'une des leurs, le docteur Evelyne Rousseau, colonel à la retraite de l'armée de l'air française, ingénieur aérospatial diplômé de l'école polytechnique, et la plus récente membre du conseil d'administration d'Air France, pour découvrir la vérité. Son dossier sur le commandant de Bornand à Dubois était épais, dossier de vol impeccable, diplômé major de sa promotion de l'École nationale de l'aviation civile, un pilote de lignée. Son père, Jacques Dubois, était une figure presque mythique qui avait piloté des Boeing 747 pour Air France à son apogée. Mais il y avait aussi des murmures. Dame note des ressources humaines sur des frictions interpersonnelles avec les équipages de cabine. 2 plaintes formelles de la part d'hôtesses de l'air au cours des 5 dernières années, toutes deux rejetées en raison d'un manque de preuves définitives et du dossier impeccable de Noah. 1 heure après le décollage, un voyant jaune de mise en garde clignotait sur le CAM électronique centralisé d'Aircraft Monitor. GN1 Drive, une génératrice moteur gauche, affichait des températures élevées. Ce n'était pas critique, pas encore, mais c'était une anomalie. Je m'en occupe, dit Noah, sa voix plate. Il navigua rapidement à travers les checklists sur son écran. Ça ressemble à une panne de capteur intermittente. La température d'huile est stable. Les vibrations sont dominales. On va surveiller. David vérifia son propre affichage. D'accord. Tous les autres paramètres moteurs sont au vert. C'est probablement un thermocouple défectueux. Probablement, répéta Noah, son ton impliquant que la confirmation de David était superflue. Garde juste un œil dessus. Je ne veux pas que l'équipe de Sarah effraie les passagers pour un fantôme dans la machine. C'était une pique subtile, une petite affirmation de domination qui positionnait l'équipage de cabine comme émotionnel et sujet à la panique, alors que lui restait le commandant stoïque et logique. David serra légèrement la mâchoire. Il connaissait Sarah Dubois. C'était l'une des hôtesses de l'air les plus professionnelles de la flotte. Elle n'effraierait personne. Comme sur un signal, la turbulence frappa. L'appareil, qui naviguait en douceur, commença à trembler et à tanguer. Ce n'était pas le balancement doux qui berce les passagers, mais une série de secousses vives et brusques. Le signal de ceinture de sécurité sonna, et la voix de Noah, maintenant transformée en un baryton soyeux et rassurant, résonna dans la cabine. « Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous traversons une petite zone de turbulence en air clair inattendu. Rien d'inquiétant. J'ai allumé le signal de ceinture de sécurité et je vais demander aux membres d'équipage de cabine de prendre leur siège pour quelques instants. Nous devrions en sortir dans environ 10 à 15 minutes. » Dans la cabine, Evelyne observait. Elle vit Sarah et son équipe se déplacer avec un calme exercé, sécurisant les chariots de service et vérifiant auprès des passagers. Elle nota le regard anxieux sur le visage d'une jeune mère et vit un autre membre d'équipage, un jeune homme nommé Marc, s'arrêter pour offrir un mot rassurant. C'était une bonne équipe. Puis elle vit Sarah s'approcher de l'avant de la cabine et utiliser l'interphone pour appeler le cockpit. Poste de pilotage, la cabine est sécurisée. Bien reçu, fut la réponse sèche de Nord. La turbulence empira. Une escousse soudaine envoya quelques objets libres rouler sur le sol du galet. Evelyne, vétéran d'innombrables vols de transport militaire, n'était pas dérangée par le mouvement. Ce qui l'intéressait, c'était la réponse de l'équipage. Depuis son siège,
Elle pouvait juste entendre un fragment de conversation entre deux hôtesses assises sur les strapontins. C'est un pilote fantastique, mais un cauchemar avec qui travailler. Chuchota l'une. Il nous traite comme des serveuses glorifiées. Tu m'étonnes, répondit l'autre. Mon dernier vol avec lui, il a réprimandé Maria pour lui avoir apporté la mauvaise marque d'eau minérale devant l'officier pilote. Glacial. C'étaient les points de données qu'Evelyne collectait. Les dossiers officiels racontaient une histoire. Les conversations chuchotées et les regards las en racontaient une autre. Dans le cockpit, David scrutait le radar météo. Il y a une cellule plus importante qui se forme au nord. On pourrait dévier de 20 degrés sud pour éviter le pire. Négatif. Dit Noah immédiatement. On reste sur notre route. Dévier coûte du carburant et du temps. C'est gérable. Les ailes de la 350 sont conçues pour fléchir. Laissons l'avion faire son travail. Ça pourrait devenir beaucoup plus difficile pour les passagers et l'équipage à l'arrière, Noah. Pressa David doucement. Ils géreront. Rétorqua Noah, ses yeux verrouillés vers l'avant. Un peu de turbulence leur fait du bien. Ça leur rappelle qui est aux commandes. Cette seule phrase envoya un frisson le long de la colonne vertébrale de David. Ce n'était pas une question de carburant ou d'efficacité. C'était une question de pouvoir. C'était Noah Dubois rappelant à tout à bord l'équipage, les passagers, et peut-être même son propre copilote que leur confort était secondaire à son commandement. Il ne pilotait pas seulement l'avion. Il imposait sa volonté sur lui et sur tous ceux qui s'y trouvaient. Evelyne, toujours en observation depuis son siège, prit une note mentale silencieuse. Un pilote qui privilégiait son ego au bien-être de ses passagers et de son équipage était un pilote au jugement dangereusement défaillant. La turbulence s'était atténuée après 20 minutes, laissant une traînée de nerfs ébranlés dans son sillage. Sarah Dubois et son équipe étaient de nouveau sur leurs pieds immédiatement, leur sourire exercé et rassurant alors qu'ils ramassaient les boissons renversées et offraient du réconfort. Sarah se dirigea vers le siège 3. « Docteur Rousseau, allez-vous bien? Puis-je vous offrir quelque chose? » « Je vais parfaitement bien, Sarah. Merci, répondit Evelyne, sa voix chaleureuse. Vous et votre équipe avez géré cela magnifiquement. De vrais professionnels. Le sourire de Sarah devint sincère. Merci, madame. Nous faisons de notre mieux. Elle fit une pause, puis baissa légèrement la voix. C'est toujours un peu plus agité avec le commandant Dubois. C'était une déclaration chargée, et Evelyne le savait. Ce n'était pas un commentaire sur ses compétences de pilotage, mais sur ses choix. Comment cela? Demanda-t-elle, son ton invitant à la confidence. Il préfère traverser la météo plutôt que de la contourner. Expliqua Sarah, choisissant ses mots avec soin. Il appelle ça efficace. Nous, on appelle ça inconfortable. Ça économise quelques minutes, peut-être 100 litres de carburant, mais ça coûte beaucoup en confort des passagers, en café renversé. Elle donna un sourire las et ironique. Je vois, dit Evelyne. C'était une autre pièce cruciale du puzzle. L'arrogance de Dubois n'était pas seulement personnelle. Elle était opérationnelle. Elle impactait directement l'expérience passager qu'Air France dépensait des millions d'euros par an à commercialiser comme sereine et luxueuse. Evelyne décida qu'il était temps pour une autre observation. Elle détacha sa ceinture de sécurité. Je pense que je vais me dégourdir les jambes un instant. Elle se dirigea vers le galet avant où Sarah était occupée à organiser les chariots de service. Evelyne feignit un léger trébuchement en tendant la main vers une bouteille d'eau. Oups, encore un peu chancelante. Pas de problème du tout, madame, dit Sarah, la stabilisant d'une main sur son bras. De ce point de vue, près de la porte du cockpit, Evelyne pouvait entendre le murmure bas des voix des pilotes. Le problème de génératrice était toujours dans leur esprit. La température plane toujours à la limite supérieure de la plage normale, dit la voix de David, une note d'inquiétude présente. Si elle bascule à nouveau dans la bande ambre, la checklist recommande de déconnecter la génératrice. La checklist a une recommandation, officier pilote, pas un évangile. Rétorqua la voix de Noah, tranchante et condescendante. C'est un fantôme de capteur. Je ne vais pas mettre hors ligne une génératrice primaire pour un fantôme. Ça déclencherait une cascade de messages inutiles et mettrait une note dans le carnet technique qu'un ingénieur au sol gaspillera une journée à essayer de traquer. Nous allons surveiller. C'est final. La réponse de David était inaudible, mais le ton des mots suivants de Noah était sans équivoque. C'était la voix d'un homme réprimandant un subordonné. Écoute-moi, Moreau. Une partie du fait d'être commandant n'est pas seulement de savoir piloter l'avion. C'est de savoir quand ignorer le bruit. Le manuel ne peut pas t'enseigner l'instinct. Mon père a piloté des constellations à travers le Pacifique avec rien d'autre qu'une carte et un sextant. Tu crois qu'il s'arrêtait pour chaque voyant clignotant. Tu as de bonnes mains, mais tu es trop dépendant de l'ordinateur. Tu dois développer un peu de colonne vertébrale. À l'extérieur, l'expression d'Evelyne resta neutre. Mais à l'intérieur, une colère froide commençait à se former.
C'était plus qu'une simple arrogance. C'était un pilote rejetant activement les protocoles de sécurité établis et rabaissant son copilote pour y avoir adhéré. C'était un style de leadership toxique qui pouvait avoir des conséquences catastrophiques. La vieille mentalité de pilote cow-boy que son père pouvait avoir incarné était précisément ce que la culture moderne de sécurité aérienne, la gestion des ressources de l'équipage CRM en anglais, gré en français qui était inculqué à chaque nouveau pilote avait été créé pour éliminer. Noah n'était pas seulement démodé, il était dangereux. Evelyn prit sa bouteille d'eau et retourna à son siège. Elle ouvrit son carnet de cuir pour la première fois. Le stylo coula sur la page, son écriture petite et précise. Incident, refus de salutation passager. Embarquement initial démontre mépris pour rôle face au client, établi environnement de cockpit hostile. Incident 2, prise de décision opérationnelle turbulence. Priorité au temps de vol carburant marginal sur confort et sécurité passager cabine. Rejet de l'input du copilote. Citation, leur rappel qui est aux commandes. Incident 3, gestion des ressources d'équipage génératrice. Rabaissement actif du copilote pour avoir suivi les procédures opérationnelles standards. Invocation de pratiques anecdotiques et dépasser père à piloter des constellations pour contourner la checklist du constructeur. Favorise un gradient de cockpit qui décourage la communication ouverte. Elle fit une pause, tapotant son stylo sur la page. Elle n'évaluait plus seulement un pilote. Elle documentait une responsabilité, un procès de plusieurs millions d'euros qui n'attendait que de se produire. Noah Dubois n'était pas seulement un commandant difficile. Il était un danger clair et présent pour la compagnie aérienne, non pas parce qu'il ne pouvait pas piloter l'avion, mais parce que son ego colossal le pilotait pour lui. Les heures s'écoulèrent. Le ciel extérieur passa de l'indigo profond au gris brumeux de l'aube sur les îles britanniques. Le vol approchait de sa fin. Mais pour le commandant Dubois, la véritable descente ne faisait que commencer. Conclusionna descente vers l'aéroport de Londres Heathrow était, selon toutes les mesures techniques, parfaite. Noah Dubois maniait l'appareil avec la grâce sans effort d'un maître. Il navigua dans l'espace aérien chargé, communiqua avec le contrôle aérien avec une précision sèche, et exécuta un atterrissage parfait sur la piste, embrassant le tarmac si doucement qu'il réveilla à peine les passagers endormis. Pour lui, c'était sa rédemption. Toute turbulence mineure ou fantôme mécanique était oubliée, emportée par l'artisanat pur de son pilotage. Alors que l'avion roulait vers la porte du Terminal 5, il fit son annonce finale à la cabine. Sa voix une fois de plus le son lisse et autoritaire d'Air France. Mesdames et messieurs, au nom d'Air France et de tout votre équipage, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'aéroport de Londres Heathrow. L'heure locale est 7h15. Nous espérons que vous avez apprécié votre vol avec nous ce matin. Il détacha sa ceinture de sécurité, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. Manuel, dit-il à David, plus une déclaration qu'une question. Atterrissage en douceur, commandant. Acquiesça David, bien que son éloge semblait creux. La tension de l'échange antérieur sur la génératrice persistait encore dans le petit espace. La passerelle se connecta avec un doux choc et les moteurs ralentirent dans un gémissement doux. Bientôt, le digne familier signala que la porte était ouverte et que les passagers pouvaient débarquer. Sarah Dubois se tenait à la porte, souhaitant à chaque passager un au revoir avec un sourire sincère. Evelyn rassembla calmement ses affaires. Elle attendit patiemment que l'allée se vide, permettant aux autres passagers de sortir avant elle. Elle fut l'une des dernières de la cabine classe à faire à partir. Alors qu'elle approchait de la sortie, elle vit que la porte du cockpit était une fois de plus ouverte. Noah et David se tenaient debout, complétant leur vérification post-vol. C'était le moment. Le dernier point de données. Une opportunité de rédemption, aussi petite soit-elle. Elle s'arrêta à l'entrée du cockpit. Son regard tombant d'abord sur David, officier pilote Moreau. Merci pour un vol très fluide et un atterrissage parfait. David, pris au dépourvu mais soulagé par le compliment, offrit un sourire chaleureux. Tout le plaisir est pour nous, docteur Rousseau. Merci d'avoir volé avec nous. Passez un merveilleux séjour à Londres. Il avait pris soin d'apprendre son nom à partir du manifeste des passagers après le refus initial. Puis Evelyn tourna toute son attention vers le commandant. Noah était occupé avec son sac de vol, ostensiblement tourné loin de la porte. Il l'avait entendu, bien sûr. L'espace était trop petit pour qu'il ne le fasse pas. Pourtant, il resta silencieux, son dos un mur rigide de rejet. Sarah Dubois, debout à quelques mètres, observait la scène avec un nœud se formant dans son estomac. Elle pouvait sentir la grossièreté délibérée et glaciale émanant de son commandant. La voix d'Evelyn était calme, mais elle traversait le bourdonnement silencieux de la cabine. Commandant Dubois. Il s'arrêta dans ce qu'il faisait, mais ne se retourna pas. Commandant Dubois. Répéta-t-elle, un nouveau tranchant d'acier dans sa voix. Je suis une passagère sur votre appareil. Je vous parle. Le défi était indéniable.
À ce moment, elle n'était plus seulement une passagère. Elle était une femme exigeant une reconnaissance humaine basique qu'il avait 2 fois refusé de donner. Lentement, Noah se retourna, pas son corps entier, mais juste sa tête. Ses yeux étaient froids, remplis d'un mélange d'agacement et d'incrédulité qu'on le confronte. Il la regarda de haut, un homme sur un trône regardant un roturier qui avait oublié sa place. Il ne parla pas. Il lui donna simplement un regard de pur mépris non dissimulé, le maintint un instant, puis se retourna vers son sac, le fermant avec un zip fort et définitif. L'insulte finale avait été livrée. C'était plus profond que n'importe quel mot de colère. C'était un effacement complet et total de sa présence. Evelyne Rousseau ne broncha pas. Son expression se durcit en un masque de résolution froide. Elle maintint son regard sur son dos un moment de plus avant de se tourner vers Sarah. Sa voix était calme mais ferme. « Sarah, votre nom est Sarah Dubois, n'est-ce pas ?»« Oui, madame. » dit Sarah, son propre visage empourpré d'un mélange de colère et d'embarras pour le comportement de son commandant. « Vous avez été un crédit absolu pour cette compagnie aérienne aujourd'hui. »« Merci, » dit Evelyne. Elle regarda ensuite David. « Vous aussi, monsieur. » Moreau. Avec un dernier regard significatif vers le cockpit, elle se retourna et marcha le long de la passerelle, ses pas résonnant doucement. Sarah la regarda partir, puis regarda son commandant, qui enfilait maintenant sa veste comme si rien ne s'était passé. Elle volait depuis 15 ans. Elle avait vu de bons commandants et de mauvais commandants, des amicaux et des grincheux. Mais elle n'avait jamais, en toutes ces années, vu un tel étalage délibéré et venimeux de manque de respect. Ce n'était pas seulement un mauvais service client. C'était un défaut profond et laid dans le caractère de l'homme. David Moreau se sentait malade. Il comprenait enfin. Noah Dubois n'était pas seulement arrogant. C'était une brute cachant ses préjugés derrière le bouclier de ses 4 galons. Alors que Noah sortait du cockpit sans un autre mot, David s'appuya contre la console, le bourdonnement du groupe auxiliaire de puissance remplissant le silence. Il avait le terrible pressentiment que l'atterrissage parfait du commandant Dubois allait être suivi d'une arrivée très turbulente. Noah Dubois passa son escale à Londres dans un état de félicité auto-congratulatoire. Il dîna finement dans un steakhouse à Mayfair, dormit profondément dans l'hôtel 5 étoiles qu'Air France fournissait à ses équipages seniors, et se réveilla le lendemain matin se sentant comme le roi du monde. Le vol avait été impeccable. Il avait géré un problème mécanique mineur, navigué dans un peu de météo, et exécuté un atterrissage dont les pilotes de la moitié de son âge ne pouvaient que rêver. La femme grossière à la porte était un souvenir lointain et insignifiant, un moucheron qu'il avait écarté. Son téléphone vibra sur la table de nuit. C'était un email du siège social à Paris. La ligne de sujet était austère, réunion urgente et obligatoire avec le directeur des opérations aériennes. Il lut l'email. Il devait se présenter à la Tour Air France, le siège étincelant de la compagnie près de l'aéroport Charles de Gaulle, dès son retour à Paris. Son vol de retour vers Paris était demain. La réunion était prévue pour 16 heures. Un lent sourire s'étendit sur son visage. C'était ça. Ça devait l'être. Il était le commandant de bord A350 le plus senior de la flotte. La compagnie venait de finaliser sa commande massive pour les nouveaux Airbus A380 pour desservir les routes prestigieuses vers Londres, Tokyo et Dubaï. Ils avaient besoin d'un commandant de flotte pour diriger le programme. Un pilote parmi les pilotes pour façonner la prochaine génération d'aviateurs d'Air France. Ils allaient le lui offrir. Le titre, l'augmentation de salaire, le prestige, tout venait à lui. C'était son droit de naissance. Son arrogance était un feu, et cette convocation était le carburant de la meilleure qualité. Il passa le reste de son escale à préparer mentalement son discours d'acceptation, décidant comment il réorganiserait le programme de formation. Il inculquerait la discipline et le professionnalisme qu'il sentait que les pilotes plus jeunes, comme Moreau, manquaient si désespérément. Le vol de retour vers Paris fut sans incident. Il était passager cette fois, assis en première classe, et il prit soin de critiquer mentalement chaque mouvement du pilote aux commandes. L'atterrissage était un peu ferme à son goût. Le roulage était inefficace. Il pourrait faire mieux. Il leur montrerait à tout comment c'était fait. Le lendemain, à 15h45, le commandant de bord Noah Dubois entra d'un pas assuré dans le hall de la Tour Air France. Il était impeccable dans son uniforme complet, l'uniforme qu'il portait comme une armure. Il hocha la tête sèchement à la réceptionniste et prit l'ascenseur express jusqu'au 40e étage, le niveau exécutif. L'air ici était différent, raréfié, sentant l'argent et le pouvoir. Il fut accueilli par Martine, l'assistante exécutive du directeur des opérations aériennes. Une femme à l'allure sévère dans la soixantaine, qui était avec la compagnie depuis l'époque de son père. « Bon après-midi, commandant Dubois. Ils vous attendent, » dit-elle, son ton inhabituellement plat. Elle n'avait pas dit « il ». Elle avait dit « il ». Noah ressentit un éclair de confusion, mais le rejeta. Bien sûr, le PDG voudrait être présent.
Une nomination majeure comme celle de commandant de flotte à 380 nécessiterait la bénédiction de l'homme au sommet. Martin le conduisit non pas au bureau du directeur des pilotes, mais à la salle de conseil principale. La porte était une dalle lourde de chêne poli. Elle l'ouvrit et lui fit signe d'entrer. La pièce était vaste, dominée par une table qui semblait longue d'1 kilomètre. À l'extrémité, silhouettée contre une fenêtre panoramique offrant une vue imprenable sur l'horizon parisien, se tenaient 3 silhouettes. Au centre se trouvait Alain Lefebvre, le redoutable PDG d'Air France, un homme connu pour son esprit vif et sa langue encore plus acérée. À sa droite se trouvait Guillaume Moretti, le directeur des opérations aériennes. Et à sa gauche, assise dans un fauteuil de cuir à haut dossier, se trouvait la passagère du siège 3. Elle n'était plus vêtue de sa tenue de voyageuse. Aujourd'hui, elle portait un tailleur pantalon gris foncé strict, ses cheveux parfaitement coiffés. L'expression amicale et légèrement curieuse avait disparu, remplacée par une expression d'autorité froide et analytique. Sur la table devant elle se trouvait un carnet de notes relié en cuir familier. Noah Dubois s'arrêta net. L'air dans la pièce était épais d'un silence plus terrifiant que n'importe quelle alarme. Le sourire confiant sur son visage s'évapora, remplacé par un masque de confusion et d'horreur naissante. Ce n'était pas une promotion. C'était une embuscade. Commandant Dubois, dit Alain Lefebvre, sa voix dangereusement calme. Merci d'être venu. Veuillez fermer la porte et prendre un siège. Le siège indiqué était unique, positionné au milieu de la pièce, loin de la table principale. C'était le siège d'un accusé. Noah avança, ses pas assourdissants sur le sol poli. Il sentait une terreur froide ramper le long de sa colonne vertébrale. Il s'assit, son dos raide comme un piquet, son esprit en course. Qui était cette femme? Une VIP? Une actionnaire majeure qui l'avait insulté? Lefebvre se pencha en avant, ses mains jointes sur la table. Commandant, nous avons un problème. Un problème de culture. Nous vendons à nos clients une expérience de service premium, de respect et de sécurité. Nous en sommes venus à croire que cette promesse est brisée par une certaine attitude de droit au sein de nos équipages de conduite seniors. Alors, le conseil d'administration a lancé un programme pour évaluer cette culture de première main. Nous l'appelons l'initiative Phoenix. Il fit un geste vers la femme à côté de lui. Commandant Dubois, j'aimerais vous présenter formellement votre passagère du vol 7401, le docteur Evelyne Rousseau. Elle est une vétéran de 25 ans de l'armée de l'air française. Docteur en ingénierie aérospatiale de l'École polytechnique, et depuis les 6 derniers mois, la plus récente membre du conseil d'administration d'Air France. La pièce bascula. Le sang se retira du visage de Noah. Docteur Evelyne Rousseau, membre du conseil d'administration. Il n'avait pas seulement insulté une passagère, il avait insulté sa patronne, l'une des poignées de personnes sur la planète qui tenait sa carrière à plusieurs millions d'euros dans la paume de sa main. Et il l'avait, avec une arrogance stupéfiante, snobé 2 fois. Pour un instant, l'esprit de Noah Dubois devint complètement vide. Les sons de la pièce, le bourdonnement étouffé du système de ventilation, le trafic distant de la rue en bas s'estompèrent dans un silence rugissant. Docteur Evelyne Rousseau, conseil d'administration. Les mots résonnaient dans la caverne de son crâne, chacun un coup de marteau contre la forteresse de son ego. Il la regarda, vraiment la regarda pour la première fois. Il vit au-delà de la passagère et vit la femme qu'Alain Lefebvre venait de décrire. La confiance tranquille, les yeux intelligents, la posture inflexible. Tout s'emboîta avec une clarté horrifiante. C'était une personne d'immense pouvoir et d'accomplissement. Et il l'avait traité comme un inconvénient. Il se précipita pour récupérer son esprit de pilote entraîné à réagir en cas de crise. Monsieur Lefebvre, docteur Rousseau, je crois qu'il y a eu un malentendu. Sa voix, d'habitude si autoritaire, était mince et faible. Sur le pont de vol, ma concentration est absolue. Nous appelons cela la règle du cockpit stérile. C'est une question de sécurité pour éviter les distractions pendant les phases critiques du vol. C'était une défense faible, et il le savait. L'embarquement n'était pas une phase critique de vol. Le docteur Rousseau parla pour la première fois, sa voix aussi calme et mesurée qu'elle l'avait été dans la cabine. La règle du cockpit stérile, commandant, telle que définie par la DGAC Direction Générale de l'Aviation Civile, s'applique en dessous de 10 000 pieds et pendant toutes les opérations au sol sauf pour la portion de croisière du roulage. Elle ne s'applique pas lorsque l'appareil est stationné à la porte pendant l'embarquement. De plus, elle est destinée à interdire les conversations superflues qui pourraient distraire des tâches. Une salutation de 2 mots bonjour n'entre pas dans cette catégorie. Vous le savez. Je le sais. Elle ouvrit son carnet. Mon évaluation, cependant, va bien au-delà de votre refus de me saluer. Parlons de votre commandement opérationnel. Elle le regarda directement, son regard inflexible. Parlons de la turbulence, commandant. L'officier pilote Moreau a suggéré une déviation de 20 degrés pour éviter une cellule météo en formation.
Vous avez refusé sa demande, déclarant et j'ai la transcription du CVR juste ici. Elle fit glisser un dossier sur la table. Un peu de turbulence leur fait du bien. Ça leur rappelle qui est aux commandes. Qui, commandant, rappeliez-vous? La bouche de Noah devint sèche. L'enregistreur de conversation du cockpit. Ils avaient tiré le CVR. La sainteté de sa salle du trône avait été violée, ses secrets étalés sur cette table de conseil. Ce commentaire était sorti de son contexte. Bafouilla-t-il? C'était un moment tendu, un peu d'humour noir. Il n'y avait rien d'humoristique là-dedans. Intervint Guillaume Moretti, le directeur des pilotes, son visage sombre. Cela affichait un mépris stupéfiant pour les passagers et l'équipage de cabine dont vous êtes chargé de protéger. Cela témoigne d'un état d'esprit de commandement, pas de leadership. Le docteur Rousseau continua, implacable. Passons maintenant au voyant de mise en garde de la génératrice. Une panne de capteur intermittente, vous l'avez appelé un fantôme dans la machine. L'officier pilote Moreau, suivant correctement le protocole, a noté que si la température entrait dans la bande ambre, la checklist recommandait de déconnecter la génératrice. Vous l'avez outrepassée. Elle tourna une page de son carnet. Vos mots pour lui étaient la checklist à une recommandation, pas un évangile. Tu dois développer un peu de colonne vertébrale. Vous avez ensuite invoqué l'héritage de votre père comme justification pour ignorer les procédures de sécurité modernes. Commandant, savez-vous ce qu'est la gestion des ressources d'équipage? Bien sûr que je le sais. Cracha Noah, un éclair de son ancienne arrogance revenant. Alors vous devez savoir que vos actions étaient un exemple de manuel de comment la détruire. Rétorqua-t-elle, sa voix se durcissant. Vous avez créé un gradient de cockpit hostile. Vous avez rabaissé votre officier pilote pour sa diligence. Vous l'avez intimidé au silence. Un commandant qui ne peut pas accepter l'apport de son copilote est un point de défaillance unique. Dans cette industrie, commandant Dubois, nous éliminons les points de défaillance uniques. Nous ne les promouvons pas. La mention de promotion était un coup de couteau délibéré et cruel. Noah tressaillit visiblement. Lefebvre reprit la parole. L'insulte finale, bien sûr, fut au débarquement. Ayant reçu une seconde chance de montrer une once de décence humaine, vous avez choisi le mépris. Vous avez choisi de manquer délibérément et silencieusement de respect non seulement au docteur Rousseau, mais à une représentante de la propriété de cette compagnie. Vous l'avez fait devant votre officier pilote et votre chef de cabine principal. Il appuya sur un bouton du téléphone de conférence. Martine, veuillez les faire entrer. La porte de la salle de conseil s'ouvrit. Entrèrent l'officier pilote David Moreau et la chef de cabine Sarah Dubois. Ils semblaient tous deux nerveux, mais leurs expressions étaient résolues. Ils évitaient de regarder Noah. Monsieur Moreau, dit Lefebvre doucement, veuillez nous dire avec vos propres mots l'atmosphère dans le cockpit pendant le vol 7401. David prit une profonde inspiration. C'était tendu, monsieur. Le commandant Dubois a clairement fait savoir que mon apport n'était pas le bienvenu. J'ai senti que mes préoccupations concernant la météo et la génératrice étaient rejetées non pas sur leur mérite technique, mais comme un moyen d'affirmer son autorité. Mademoiselle Dubois, dit Lefebvre en se tournant vers Sarah, décrivez les interactions que vous avez observées entre le commandant Dubois et le docteur Rousseau. La voix de Sarah était stable. Le docteur Rousseau était poli et amical en tout temps. Le commandant Dubois a refusé de la reconnaître, tant à l'embarquement qu'au débarquement. Son rejet d'elle à la fin du vol était l'acte le plus non professionnel et délibérément grossier que j'ai jamais vu de la part d'un commandant en mes 15 années de vol. Les témoignages flottaient dans l'air, irréfutables. Noah regarda de leur visage aux yeux froids et impitoyables des cadres. Les murs se refermaient. Le poids des 278 âmes dont il s'était vanté de porter était maintenant le poids de 278 témoins de son hubris. Il tenta un dernier pari désespéré. J'ai un dossier parfait. 20 ans de vol pour cette compagnie sans un seul incident. Ma compétence technique est au-delà de tout reproche. Allez-vous vraiment jeter tout ça pour un conflit de personnalité? Le docteur Evelyne Rousseau se pencha en avant. Ses yeux se verrouillant sur les siens, et pour la première fois, sa façade calme se fissura pour révéler un feu personnel profond. Mon frère était copilote sur le vol 447 d'Air France, dit-elle, sa voix basse et intense. Celui qui s'est écrasé dans l'Atlantique. Savez-vous pourquoi il s'est écrasé, commandant? Parce qu'une combinaison de dysfonctionnements techniques et, crucialement, un échec de communication dans le cockpit. Les copilotes ont perdu leur repère spatial et le commandant, qui était en repos, n'a pas pu reprendre le contrôle à temps. La communication défaillante, le manque de coordination d'équipage, c'était un facteur clé. 228 personnes sont mortes. Elle laissa cela s'installer. Tout le concept du CRM moderne est né des cendres de ces accidents. L'idée qu'un copilote, un mécanicien navigant, même une hôtesse de l'air devrait être habilité à parler sans crainte d'être rabaissé par un commandant avec un ego.
Ce que vous appelez un conflit de personnalité, commandant Dubois, j'appelle ça l'ingrédient principal de chaque catastrophe aérienne majeure des 50 dernières années. Votre compétence technique ne signifie rien pour moi. C'est un prérequis pour le poste, pas une défense pour votre caractère. Et votre caractère, monsieur, est une responsabilité que cette compagnie ne peut plus se permettre. La finalité dans sa voix était absolue. Noah Dubois, le garçon d'or intouchable, le roi des cieux, était finalement, irrévocablement, cloué au sol. Le silence qui suivit le réquisitoire dévastateur du docteur Rousseau n'était pas vide. C'était une présence dense et lourde, pesant sur Noah Dubois de tous côtés. L'histoire du vol 447, un fantôme qui hantait la formation de chaque pilote, avait été personnellement livré à sa porte. Et son message glaçant était clair, son arrogance était le même défaut fatal qui avait envoyé des centaines d'âmes dans l'océan. Alain Lefebvre se pencha en avant. La finalité de sa posture comme un juge prononçant une sentence capitale. Noah Dubois. Commença-t-il, sa voix dénuée de chaleur mais plus froide et plus tranchante que n'importe quel cri, avec effet immédiat, vous êtes révoqué de votre poste de commandant de bord chez Air France. Les motifs sont faute grave, un mépris volontaire et dangereux pour les protocoles établis de gestion des ressources d'équipage, et un comportement systématique fondamentalement incompatible avec les valeurs et les normes de sécurité de cette compagnie. Révocation. Le mot était une absurdité, une erreur administrative. Noah fixa Lefebvre, son esprit se précipitant pour traiter l'information, mais c'était comme un ordinateur de vol essayant de donner un sens à des données corrompues. Lui, révoqué. Il était Noah Dubois, fils de Jacques Dubois, un pilote avec un dossier de 20 ans si propre qu'il brillait pratiquement. Vous ne pouvez pas être sérieux. S'entendit-il dire, sa propre voix sonnant distante et mince. 20 ans. Pas une seule marque à mon dossier. Pas un incident. Je suis l'un de vos commandants les plus seniors. Ma compétence technique. Votre compétence technique est le minimum requis pour vous asseoir dans ce siège, commandant. Coupa le docteur Rousseau, sa voix tranchant sa défense. Ce n'est pas un joker pour sortir de prison. Permettez-moi d'être clair. Votre dossier n'est pas propre. C'est simplement un registre d'incidents qui ne se sont jamais produits, d'accidents qui ont été évités de justesse, non pas grâce à votre compétence, mais malgré votre orgueil. Combien de copilotes comme monsieur Moreau avez-vous intimidé au silence? Combien de fois votre ego a-t-il pris la décision finale alors que la procédure et la prudence auraient dû prévaloir? Nous voyons votre dossier parfait non pas comme un atout, mais comme une anomalie statistique de 20 ans, une série de coups de chance. Et ce conseil d'administration, monsieur Dubois, ne joue pas avec des vies. Guillaume Moretti, le directeur des pilotes et un homme que Noah avait autrefois considéré comme un collègue, fit glisser un dossier sur la table. Et ce n'est pas qu'une question de révocation, Noah. Cela va plus loin. Son ton était teinté d'une déception lasse qui était d'une certaine manière plus blessante que la colère de Lefebvre, comme l'exige notre charte opérationnelle et la loi française. Nous déposons un rapport complet auprès de la Direction générale de l'aviation civile. Le rapport contiendra la transcription du CVR, les journaux de l'enregistreur de données de vol montrant votre décision de traverser la turbulence, et les témoignages sous serment de l'officier pilote Moreau et de l'hôtesse de l'air Dubois. Moretti prit une profonde inspiration. Il détaillera votre mépris délibéré pour les procédures opérationnelles standards, votre création active d'un environnement de cockpit hostile et dangereux, et ce que la DGAC appelle un manquement à faire preuve du soin, du jugement et de la responsabilité requis d'un pilote de ligne. Nous recommanderons formellement une révision complète et approfondie de votre licence de pilote de ligne. C'était le coup qui brisa sa contenance. Se faire licencier était une affaire d'entreprise. C'était une crucifixion professionnelle. Une révision de la DGAC de cette nature était une lettre écarlate. Cela signifiait qu'il n'était pas seulement au chômage. Il était inemployable. Aucun transporteur réputé en France, en Europe ou en Asie ne toucherait un pilote avec ce type de marque à son dossier. Il était banni de la fraternité, exilé du seul monde qu'il ait jamais connu. Il regarda autour de la pièce, un appel sauvage et désespéré dans ses yeux. C'était sa vie, son identité, tout ce qu'il avait construit, se transformant en fumée. Puis Alain Lefebvre porta le coup final, le plus exquissément cruel. L'ironie de tout cela, Noah, dit le PDG, un léger sourire sans joie touchant ses lèvres, c'est le timing. Avant le vol du docteur Rousseau, ce conseil d'administration avait unanimement approuvé votre promotion. Nous investissons 10 milliards d'euros dans une nouvelle flotte d'Airbus A380. Nous avions besoin d'un nouveau commandant de flotte pour diriger le programme. Quelqu'un avec l'ancienneté, une solide formation technique. Quelqu'un que nous pensions être le meilleur des meilleurs. Ce poste était à vous. Noah sentit l'air quitter ses poumons, un laitement silencieux et guttural. La 380, le joyau de la couronne. Ce n'était pas qu'une rumeur.
C'était réel, et cela avait été à lui. Ce poste. Continua Lefebvre, son regard se déplaçant vers un point au-delà de Noah, comme s'il n'était même plus dans la pièce, nécessite plus qu'une simple compétence technique. Il nécessite un leader qui inspire, qui favorise une confiance absolue, qui comprend que le respect est le fondement de la sécurité. Un leader qui traite la personne nettoyant les toilettes avec la même dignité qu'un membre de ce conseil d'administration. Ses yeux se reportèrent sur Noah. Vous avez prouvé de la manière la plus spectaculaire qui soit que vous n'êtes pas ce leader. Il fit une pause, laissant le poids de l'opportunité perdue écraser ce qui restait de l'esprit de Dubois. Le comité de sélection se réunit demain. Nous offrirons le poste de commandant de flotte à 380, ainsi que la qualification de type complète et la formation au commandement. À un pilote qui a démontré une grâce extraordinaire sous pression, un engagement envers les procédures et le courage moral de défendre ce qui est juste. Nous donnons le poste à David Moreau. David Moreau. Le nom était un tisonnier blanc et brûlant dans son cerveau. Le copilote calme et diligent qu'il avait rejeté comme un subordonné faible et livresque recevait sa couronne. L'homme qu'il avait essayé de briser était maintenant choisi pour construire l'avenir de la compagnie. La justice karmique était si absolue, si dévastatricement parfaite, qu'elle défiait toute compréhension. Noah Dubois ne dit rien. Il n'y avait plus de mots. Il était une coquille vide. Dames agents de sécurité attendant discrètement à l'extérieur entrèrent dans la pièce. Il fut escorté hors de la salle de conseil, sa démarche raide et robotique. Il passa devant Martine, l'assistante exécutive, qui le regardait non pas avec pitié, mais avec une désapprobation froide et sachante. Dans l'ascenseur, il fixa son reflet dans l'acier poli, l'uniforme impeccable, les galons argentés, les ailes sur sa poitrine. Ce n'était plus qu'un costume maintenant, l'uniforme d'un roi qui avait été déposé. Au bureau de sécurité dans le hall, il rendit sa carte d'identité de la compagnie. Il regarda le garde la passer dans un désémenteur. La bande magnétique qui lui donnait accès au cockpit et au salon d'équipage du monde entier, effacée d'un seul mouvement indifférent. Ce soir-là, son père appela. Noah l'avait redouté. Il espérait que le vieil homme serait furieux, crierait, promettrait de se battre pour lui. Mais la voix qui vint à travers le téléphone était fragile et lourde d'un chagrin infiniment pire. « J'ai parlé à Guillaume Moretti », dit Jacques Dubois, sa voix rauque. « Il m'a tout raconté. Papa, ils ont tout déformé. C'était un malentendu. » Était-ce un malentendu que tu aies Rabro ton copilote pour avoir suivi une checklist? Noah, était-ce un malentendu que tu aies refusé de saluer une passagère? Pas une fois, mais 2 fois. J'ai piloté des avions tenus ensemble par des rivets et des prières. Mais je n'ai jamais, pas une seule fois, oublié que mon premier devoir était envers la sécurité et le confort des personnes qui me faisaient confiance. Je n'ai jamais oublié que l'homme assis à côté de moi était mon partenaire. Ton dossier ne veut rien dire si ton caractère est défaillant. L'honneur d'un pilote est tout ce qu'il a. Il y eut une longue pause douloureuse. Tu n'as pas seulement perdu un emploi aujourd'hui, mon fils. Tu as déshonoré les ailes que j'ai épinglées sur ta poitrine moi-même. La ligne se coupa. Les mois qui suivirent furent un flou de frais juridiques et d'humiliation. La DGAC suspendit sa licence pour 2 ans, en attendant une nouvelle formation et une évaluation psychologique. Et il savait qu'il ne réussirait jamais. Son nom était de la boue. Le chapitre final de son histoire ne fut pas écrit dans les hubs étincelants de Londres ou Tokyo, mais dans le paysage désolé et gelé de l'Alaska. Une petite compagnie de fret désespérée, une entreprise qui ne posait pas trop de questions, lui donna un emploi. Son nouveau trône était le siège gauche d'un Douglas DC si branlant et non pressurisé vieux de 40 ans. Une relique transportant de l'équipement de forage et des fournitures vers des champs pétroliers reculés. Sa nouvelle réalité était un contraste brutal. Le rugissement soyeux des moteurs de la 350 était remplacé par le tonnerre assourdissant et vibrant de 4 moteurs à piston. Les escales 5 étoiles étaient remplacées par des baraques pleines de courants d'air sentant le café rassis et le diesel. Ces passagers n'étaient plus des personnes avec des noms et des familles, mais des boîtes inanimées attachées au sol. Ils volaient à travers des conditions météorologiques traîtresses, non par arrogance, mais par nécessité, atterrissant sur des pistes de gravier gelé où une seule erreur signifiait une mort enflammée dans un désert impitoyable. Il avait finalement atteint le cockpit stérile qu'il avait toujours désiré. Pas de passagers, pas d'hôtesse de l'air, pas de copilote. Juste le vent hurlant sans fin et le poids froid et lourd de sa propre compagnie. Il était un fantôme dans la machine, un roi dans un empire de glace. Volant éternellement mais n'allant nulle part. Cette histoire sert de rappel puissant et réel que dans n'importe quelle profession. Le caractère est tout aussi important que la compétence. Le commandant Dubois était un maître de la machine, mais un échec en tant qu'être humain. Il croyait que sa prouesse technique le plaçait au-dessus de la décence de base, une erreur qui lui a coûté tout. Sa chute brutale de la grâce nous montre que le karma n'est pas une force mystique. C'est souvent la conséquence directe et logique de nos propres actions.
Le monde a une façon de nous tenir un miroir sur qui nous sommes vraiment. Et l'arrogance est une dette qui est toujours collectée. Le vrai leadership ne consiste pas à commander depuis un trône. Il s'agit de servir avec humilité, de respecter ceux qui vous entourent et de comprendre que votre titre ne vous définit pas. Ce sont vos actions qui le font. Si cette histoire vous a touché, veuillez appuyer sur le bouton j'aime pour nous le faire savoir. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait apprécier ce message d'humilité et de conséquence. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine exploration d'histoire qui compte. Merci de nous avoir écoutés.